Nous sommes de retour sur le plateau de World Actu. Nous parlons à présent de cette nouvelle qui fait frémir tous ceux qui ont le franc CFA pour logiciel. L'Alliance des États du Sahel, vous aurez compris qu'il s'agit ici du Niger, du Burkina Faso et du Mali, entreprennent depuis quelque temps de justement aller dans le sens d'une rupture de banc avec le franc CFA. Ces trois pays envisagent désormais de passer à une monnaie alternative qui serait leur monnaie à eux. Alors je commence par vous, monsieur Assia. Est-ce qu'on peut comprendre que de façon claire et précise, des pays avec un ancrage aussi établi sur le franc CFA puissent décider tout de go de sortir de cette monnaie avec toutes les conséquences que l'on connaît, ne serait-ce qu'au sein de la CEDEAO et même de tout l'appareil financier ouest-africain? Non, Stéphane, il faut le dire, et ce n'est un secret pour personne, que tous les pays qui utilisent le franc CFA le savent très bien que c'est une monnaie d'asservissement. Donc, et ces pays-là ne restent pas avec le franc CFA parce qu'ils ont vraiment, ils ont le choix. Non, honnêtement, les pays francophones qui utilisent le franc CFA n'ont pas le choix. Mais nous devons saluer ici le courage de ces pays ouest-africains, surtout ces trois pays, depuis un certain temps, ce sont des pays, ce sont ces jeunes leaders qui veulent à tout prix sortir l'Afrique de ce joug monétaire qui davantage ramène les efforts des Africains en arrière. Il faut comprendre ici que cette alliance n'a pas seulement, c'est une alliance qui s'est tissée depuis mi-septembre 2023 afin de pouvoir gérer des zones sécuritaires, parce qu'on sait très bien que ce sont des pays qui sont en frein avec du côté du Sahel, avec les attaques des terroristes de ce côté. Oui. Ils ont tissé cette alliance. Et ça ne s'est pas limité au niveau des alliances sécuritaires. Ça allait un peu plus loin en parlant effectivement de l'alliance monétaire afin de pouvoir sortir des griffes du franc CFA. Et le nom de la monnaie serait même déjà sorti, on parle du Sahel. Le Sahel. Et on est déjà en train d'évaluer à peu près ce Sahel-là qui serait à 1,52 euros. Oui. Par exemple, un Sahel va valoir 1,52 euros. Et rappelons qu'un franc CFA, un franc CFA, c'est 1,0101 et des chiffres après. Donc, il faudrait comprendre que ça sera peut-être une monnaie qui aura plus de valeur que... Là, on est encore à des suppositions. Oui, c'est des suppositions, nous sommes d'accord. Mais ne l'oublions pas que le Togo, par exemple, a déjà donné son sentiment afin de pouvoir rejoindre ces derniers. C'est déjà un pas. Et je suis certain que beaucoup d'autres pays voudront bien emboîter le pas et les rejoindre. Il faut comprendre une chose, c'est que la logique où ces trois pays-là ont engagé à pouvoir se séparer définitivement de la France, tant qu'ils ne sortent pas du franc CFA, cette séparation ne sera pas actée. C'est-à-dire que la France va toujours les tenir en ce qui concerne l'économie. Et automatiquement, il faut trouver des techniques, des stratégies à pouvoir sortir effectivement des griffes de la France au travers de la monnaie, de cette monnaie d'asservissement et pouvoir être libre. C'est cette liberté économique que recherchent effectivement ces trois pays à l'heure actuelle. Et il n'y a pas que quand on parle de ces trois pays, on pourrait se poser la question pourquoi à l'ouest, est-ce qu'il n'y a que ces trois pays en Afrique de l'Ouest? Non. Parce que les autres font quoi? Les autres sont encore attachés à leur maître. Mais on parle des pays souverains, monsieur Assia. On a espoir que cette alliance va effectivement aboutir à quelque chose de sérieux et c'est à encourager. C'est vraiment à encourager. Quand on essaie de regarder le sous-sol de ces trois pays, c'est effectivement leur monnaie peut être reposée sur ces biens parce qu'on a les gisements d'or d'un côté, on a le diamant de l'autre côté, on a le cobalt de l'autre côté,
c'est effectivement, ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, cette monnaie peut tenir. Oui. Cette monnaie peut tenir par rapport à cette richesse que regorgent ces trois pays. Donc, c'est une idée, c'est une initiative louable que tous les pays africains devraient emboîter le pas, et on en félicite déjà le Togo qui a donné son accord, qui a donné son avis en disant qu'il était favorable à la création de cette monnaie. Merci, Monsieur Assiga. Alors, Bertrand Mbara, je me tourne vers vous. L'Alliance des États du Sahel estime qu'il faut en découdre avec une monnaie qui ne sert pas leurs intérêts, mais de façon opérationnelle, beaucoup d'économistes que nous avons essayé d'interroger se questionnent encore sur les possibilités qu'ont ces trois pays. Lorsque l'on connaît la mainmise du franc CFA dans les échanges au niveau de la sous-région ouest-africaine, lorsque l'on connaît l'impact social que pourrait avoir une rupture brusque avec le franc CFA, est-ce que le risque est véritablement mesuré par les trois leaders auxquels l'on peut désormais ajouter Faure et Adema, si l'on s'en tient à ce que M. Assiga déclare sur ce plateau? Le risque n'est-il pas assez trop grand de sortir aussi brutalement du franc CFA en allant vers le Sahel? Il faut déjà préciser que ces pays-là sont sous embargo économique. Ça veut dire qu'ils subissent déjà des sanctions. Oui. Et subissant des sanctions, il faut trouver donc des stratégies pour pouvoir également se libérer. Voyez-vous, ils ont pu se libérer sur plusieurs aspects. Maintenant, il fallait aussi le faire sur le plan économique. Il faut préciser que le compte d'opération de ces pays-là, les comptes d'opération de ces pays-là sont logés en France. C'est-à-dire que toute transaction économique qu'ils aimeraient faire avec une puissance telle que peut-être la Russie ou bien les États-Unis, ça passe d'abord par Paris. Et c'est Paris qui décide. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas souverains sur le plan monétaire. Il faut absolument qu'ils quittent cette dépendance-là. Et il faut également préciser que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. C'est une monnaie de singe. Voyez-vous. Donc, ils sont obligés de s'adosser sur une monnaie. On s'adosse sur l'euro présentement pour faire les échanges à l'international. Oui. Or, voyez-vous, s'adossant sur l'euro, le pays qui est dans le garant de ces échanges-là, c'est la France. Donc, tout compte fait, ces pays-là, dépendants de la France, ne veulent plus avoir à traiter avec la France sur le plan économique. Voyez-vous. Donc, pour moi, c'est vrai qu'une sortie brusque aura des effets. Ça, nous le savons. Mais n'ignorons pas déjà qu'actuellement, ils subissent déjà des sanctions de la part des pays voisins, que sont la Côte d'Ivoire et bien d'autres, mais aussi ils subissent des sanctions de la part de la France. Voyez-vous. Et ce qui fait en sorte que leurs comptes sont asséchés, les banques sont asséchées. Oui. Et comment vont-ils survivre? Il faut donc qu'ils trouvent des stratégies pour pouvoir naturellement se déployer sur le plan économique. Et pour cela, il faut une monnaie. La monnaie est un facteur de souveraineté. La monnaie est un facteur de puissance. Ils se considèrent comme étant une puissance, ces trois pays-là. Ces trois pays-là se considèrent comme étant une puissance. Et on ne saurait être une puissance si, sur le plan économique, on dépend, et sur le plan monétaire, pardon, on dépend d'un pays tiers. Voyez-vous, il faut donc s'affranchir. Oui. Il faut donc affirmer son indépendance, sa souveraineté. Voyez-vous. Donc, moi, c'est une mesure que je salue vraiment, et je ne saurais encore. Je ne peux qu'encourager une pareille action. Merci, M. Mbara, docteur Jean-Moïse Mbok. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso veulent en découdre, je l'ai dit, avec le franc CFA, mais beaucoup s'interrogent sur l'opérationnalité d'une pareille initiative. Lorsque l'on sait le fameux compte des opérations qui est logé là où on sait, lorsque l'on connaît justement le fait que ces pays soient sous embargo au sein même déjà de la CEDEAO et même à l'échelon international, lorsqu'on se souvient que suite aux différents coups d'État, il y a des organisations comme l'Union européenne, certains pays, États-Unis, France et autres, qui leur ont carrément coupé les vivres. Comment est-ce que c'est tenable de façon à ce qu'on puisse arriver à la création et surtout à l'usage d'une monnaie telle que vous le dites, baptisée Sahel, dans ces trois pays? Le franc des colonies françaises est un problème pour l'Afrique francophone, celle qui l'utilise encore. Oui.
Et pour arriver à ça, il a fallu qu'on signe des accords et des conventions. Donc, d'où le compte de dépôt, d'où la gestion de nos biens, de nos richesses. Et la contrepartie était que si vous déposez des biens d'une valeur de 100 francs, vous avez pratiquement 35 francs qui vous revient, avec toutes les taxes et les charges qu'on coupe. Et c'était sur des années. Ce qui fait qu'on a fini par créer un mythe, donner l'impression que nous sommes tenus. On ne peut plus nous en sortir. Le Rwanda a démontré que ce n'est pas vrai. Le Rwanda est sorti non seulement de la francophonie, mais le franc même est devenu purement le franc rwandais. On va parler du Rwanda tout à l'heure. Oui. En imitation de tous les pays de l'Afrique de l'Est qui, pour la majorité, ont chacune leur monnaie. Et il fallait simplement refaire les négociations. Le coup d'État et le fait que la France soit partie de manière indirecte est une renégociation des accords économiques et monétaires. C'est déjà fait. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, ils sont déjà sous embargo. Et parce qu'ils sont sous embargo, ils n'ont aucun intérêt à continuer à traiter avec celui qui va les écraser davantage. Donc, quand ils annoncent qu'ils vont créer leur monnaie, ce n'est pas à vous et à moi qu'ils s'adressent. C'est à la France qu'ils sont en train de s'adresser. C'est à leurs partenaires bilatéraux aujourd'hui qui sont la Russie, par exemple, que nous avons maintenant la liberté de traiter avec vous. Parce qu'effectivement, quand on parle de monnaie, on parle du dollar, on parle du yuan, on parle du rouble, et on peut parler de l'euro. Livre sterling. Livre sterling aussi, oui, parce qu'avec le Brexit, le livre sterling, ça c'est les principales monnaies. Mais la France est dans l'euro. Si on quitte de la France, on n'a rien perdu puisqu'on va retrouver l'euro par ailleurs. Donc aujourd'hui, ils ont simplement le courage d'adresser une question qui fait peur à certaines personnes, par exemple en Afrique centrale. Oui. Vous vous souvenez que l'AVC de M. Bongo a commencé quand il a dit qu'il sortait de la francophonie. Quand il a dit qu'il sortait de la FECI pour rentrer dans le Commonwealth, comme le Rwanda, parce qu'il a dit comme le Rwanda, pas comme le Cameroun, comme le Rwanda. On a vu ce qu'on a vu et on a vu comment ça s'est terminé. Parce qu'en fait, le seul gagnant des accords économiques et monétaires, c'est la France. L'Afrique ne gagne rien. Et les pays qui ont des richesses ne gagnent rien. Alors, sortir de là aujourd'hui, mais je dis qu'il faut saluer ça avec les deux mains. Il faut saluer ce courage. C'est-à-dire que s'ils n'arrivaient pas à ça, ils n'auraient rien fait. Les chasser, démanteler les bases et ainsi de suite n'était qu'un début. Il fallait arriver à la question de la souveraineté monétaire et économique et ils en sont arrivés. Je les félicite chaleureusement parce que c'est maintenant que le business va commencer. C'est maintenant que le développement va commencer. Et je dis qu'ils sont très bien conseillés et ils ont de bons stratèges. Quand ils commencent leur alliance, c'est pour dire que nous on se protège d'abord. C'est d'abord sur des questions sécuritaires. C'est des questions de protection du territoire. C'est des questions d'alliance entre nous. Si vous touchez le Niger, vous allez toucher le Burkina Faso. Vous touchez le Burkina Faso, vous allez toucher le Mali. En fait, ils ont donné l'impression au départ qu'ils s'adressaient à la CEDEAO. Mais ils ne s'adressaient pas. Et je crois qu'une fois de plus, le jeune président français étant occupé à d'autres choses, un puissant guerriériste, n'a pas compris que les choses se passaient devant lui. Il était occupé à l'arrière. Et pendant qu'il était occupé aux arrières, voilà que ces gens sont partis de la question sécuritaire. Ils sont sur la question monétaire aujourd'hui. Ça veut dire que même les réserves qui sont chez vous, gardez-les, bloquez-les. Mais à partir de maintenant, on va traiter directement avec la Chine. On va traiter directement avec la Russie, même les États-Unis qui ne sont jamais loin. On va traiter directement avec eux et ça va maintenant être gagnant-gagnant, parce que ce ne sera plus un compte d'opération qui devient comme une sorte de transit, un poste de douane où il faut payer des taxes avant que ton argent... Non, 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 là, ça va être du business pur et dur. C'est bien parce que la vague continue. Quand ça va être fait et que le Togo, qui est en train d'être malmené par la même France, va les rejoindre, vous avez d'autres pays de l'Afrique de l'Est que vous ne soupçonnez même pas. Qui vont les rejoindre. Parce que le Bénin n'est pas un enfant de cœur. Ils vont les rejoindre. Parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui restent de très bons élèves,
Restent encore ceux qui n'ont pas les moyens de se permettre ce luxe-là. Mais les autres États vont les rejoindre progressivement. Et après, l'Afrique de l'Ouest, je vous garantis que l'Afrique centrale va commencer vraiment à se poser des questions. Donc oui, cette monnaie doit être créée. Oui, elle peut exister parce que pour que le franc CFA existe, on n'a pas fait la magie. C'était des accords qui avaient été signés. Ne donnons pas l'impression que c'est un mythe ou c'est un mystère. Donc, ils vont signer les accords avec les autres puissances qui peuvent les aider de manière responsable et ils vont même très bien se porter. Merci, Oui, je voudrais également préciser qu'à la date du 24 novembre 2023, on a eu le gouverneur de la BCAO, le nommé Jean-Claude Cassier-Brou, qui a fait un tour à Ouagadougou et qui s'était entretenu avec le président de la transition, Ibrahim Traoré, en fait, pour le rassurer de ce que le Burkina Faso se portait bien sur le plan économique, il n'avait pas besoin de sortir de la zone CFA, parce qu'ils ont vu venir ça de très loin, voyez-vous. Donc, voyez-vous, si déjà le gouverneur a pris, voyez, un pays qui est sous sanctions, sous des sanctions, qui porte des sanctions économiques, reçoit la visite du numéro 1 de la BCAO, qui est l'institution financière de l'Afrique de l'Ouest, il reçoit cette visite-là. Vous comprenez ici que ils ont peur que ces pays-là sortent, que ces pays-là en fait, sortent des griffes de la France. Et lorsqu'on sait que c'est un Ivoirien, et nous connaissons aussi la position du président ivoirien sur la question monétaire en Afrique de l'Ouest, qui est un grand défendeur du projet ECO, parce qu'ils sont en train de partir même du CFA vers l'ECO avait été refusé par le Nigeria et le Ghana. Ils ont refusé parce que c'est blanc, bonnet, blanc. C'est toujours un projet qui est toujours là, qui n'est pas mort. C'est toujours là. Mais je dis, vous voyez, ce gouverneur s'est déplacé, il est parti à Ouagadougou. En même temps, c'était pour fragiliser cette alliance-là, des États du Sahel, en faisant sortir le Burkina Faso de ce projet économique. Mais malheureusement, il est tombé sur un président qui a une vision précise, qui sait ce qu'il veut et qui, naturellement, ne peut lâcher ses compères, qui sont les présidents du Mali et du Niger, Tiani. Monsieur Assegua. Et même, il faut comprendre une chose, cette alliance va un peu plus loin. Cette alliance ne vise pas seulement les questions monétaires. Cette alliance vise également la création d'une fédération, une confédération de soutien des pays au fin de sortir des griffes coloniales. C'est-à-dire qu'ils sont allés plus loin. Ils ont dénommé cela, ça a un nom en langue locale, là. C'est-à-dire l'alliance qu'ils ont tissée entre les trois. C'est vraiment une alliance très très forte. Ça ne s'arrête pas aux questions superficielles. L'Iptako Gourma. L'Iptako Gourma, merci. L'Iptako Gourma. Oui. Et la Russie, l'Inde, la Chine ont déjà donné leur adhésion au soutien de la création de cette monnaie. Donc ça veut dire que c'est déjà un projet qui est déjà tellement avancé. Il est bien avancé. Tellement déjà avancé. Et ils sont en train de donner des dates. Ils parlent en 3 mois. Ils feront ci, ils feront ça. Est-ce que c'est vraiment possible? On parle quand même d'une monnaie qui est là depuis pratiquement 100 ans. Comme le disait... On va changer en 3 mois. Est-ce que ce discours n'est pas éminemment démagogue ou à la limite populiste? Comme le disait mon collègue Moubara, vous allez vous rendre compte que un pays qui n'a rien à perdre à l'heure actuelle, vraiment ne se lancerait pas à ce que cela soit géré de façon immédiate. Pourquoi? Et comme je vous le disais, les trois puissances, l'Inde, la Russie, la Chine, les soutiennent. Donc, il faut bien voir cela en 2024 se réaliser de façon concrète. Moi, je me dis, ce n'est plus une alliance seulement dans des papiers comme on sait souvent le voir en Afrique. C'est une alliance qui est concrète, c'est une alliance qui vit déjà et c'est vraiment un coup de chapeau à tirer à ces trois leaders ouest-africains. Stéphane, si vous permettez, je vais à côté de ce qui est dit ajouter une chose. Les BRICS comptent procéder mieux que le FMI. Mais comme le FMI, mais en mieux.
c'est-à-dire le FMI vient chez vous, évalue vos richesses, votre potentiel et vous finance en conséquence. Oui. Sachant que ça va être remboursé sur votre potentiel, sur vos capacités. Les BRICS vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour financer ces 3 États, ce ne sera pas compliqué. Tout à l'heure, on l'a dit, leur sous-sol est extrêmement riche. Il est véritablement riche. Et ce qui est bien, c'est que même si vous avez signé un accord de 100 ans, on peut le dénoncer. Alors, à ce niveau, docteur, est-ce que la crainte qui est celle de nombreux Africains et même panafricains n'est pas celle-là qui penserait à ce qu'on quitte un patron pour tomber dans les bras d'un autre ou de 3 autres? Parce que les BRICS, c'est essentiellement la Chine, la Russie et l'Inde. Est-ce que cette crainte-là ne va pas s'appliquer lorsque l'on sait quand même que c'est la reine internationale et qu'il n'y a pas d'enfants de cœur là-bas? Tout à fait. Tant qu'on n'a pas le Fonds monétaire africain, on sera toujours obligé d'être avec quelqu'un. Une fois de plus, c'est une interpellation pour dire à un moment donné, les autres n'ont pas fait la sorcellerie pour avoir un fonds monétaire. Il faut que l'Afrique puisse avoir un fonds monétaire. Mais avant, ce n'était même pas possible. Maintenant, c'est en train de devenir possible. Parce que quand vous regardez en Afrique de l'Est, ils sont en train de constituer, sous Museveni, ils constituent un fonds monétaire. Et très bientôt, ça va être dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font en interne? C'est que puisqu'ils ont la souveraineté monétaire, oui, ils peuvent décider que si on a 10 francs, on prend 1 franc ou 2 francs, on met dans ce projet ou dans ce concept. Personne ne vient leur poser la question. Ils n'ont pas d'impôt à payer à quiconque. Voilà comment ça commence. En Afrique de l'Est, c'est en train de se faire. En Afrique australe, c'est en train de se faire. Est-ce que vous avez vu l'Afrique du Nord souffrir de quelques douaniers monétaires? Parce qu'ils ont leur souveraineté. Donc c'est en train d'aller graduellement et l'Afrique de l'Ouest est en train d'entrer dans cette logique-là. C'est que même ceux qui donnent l'impression d'être pro-France peuvent lâcher la France. Oui. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils n'y gagnent rien du tout. Si ce n'est une couverture, une protection. Mais celui qui viendra après le président Ouattara en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas un autre intérêt bizarre, il n'a rien à faire à rester avec le franc CFA. Donc aujourd'hui, les BRICS viennent pour faciliter la sortie de cette prison de la France et de toutes ces Bretton Woods et compagnie. Mais une fois qu'on est sorti, qu'on ne sorte pas comme des enfants, mais qu'on sorte comme des adultes, des personnes responsables, et qu'on se mette à constituer notre fonds. Celui qui voulait le faire, le président Muammar Kadhafi, il avait la liberté de le faire. Il avait ses moyens, il avait ses richesses, et il avait déjà constitué, on parlait de 100 millions de dollars, qui avaient déjà été constitués, dont le siège devait être à Yaoundé, au Cameroun. C'était déjà en sa possession. Voilà pourquoi les autres ont dit, mais non, c'est une pas vivre, parce que s'il vit, on est mort. Mais les États qui sont en train de sortir suivent un projet. Il faut simplement que ces États aient de bons négociateurs qui vont aller négocier. Pas on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Oui. Mais c'est que c'est l'inquiétude sur le continent. Oui, mais ça c'est la négociation. La France pour la Chine ou la Russie. La Russie a déjà gagné la bataille sécuritaire parce qu'elle se traite de la sécurité. Mais sur le plan économique. L'avantage qu'on a avec eux, c'est que la Russie c'est un pays qui est tellement grand et vaste qu'il ne chercherait même pas à coloniser quiconque. Eux veulent faire du business. Si vous négociez bien, vous faites du business. Si vous êtes des idiots et que vous venez là pour boire la vodka et porter des fourrures pour protéger la neige, là vous allez perdre. Donc aujourd'hui, une fois de plus, le problème, ce n'est pas les autres. C'est nous. Qui est-ce que nous mettons en avant pour négocier? C'est là qu'une fois de plus, j'interpelle nos chefs d'État pour ne pas se prendre pour I know everything. Il faut qu'ils sachent déléguer, donner les missions aux personnes capables de négocier pour le meilleur intérêt de la nation. Eux, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Taper du poing sur la table. Sortir de ce giron. Ils doivent maintenant savoir s'entourer. Et pour bien s'entourer, il faut prendre des jeunes. Il faut prendre ces jeunes intellectuels de leurs différents pays. Les Burkinabés sont très brillants. Les Maliens sont brillants. Et les Nigériens même sont brillants. Donc, qu'ils prennent ces jeunes qui ont fait de hautes études, de grandes études, et qui leur disent, on est en train de sortir de là. Voilà où on va. Comment on négocie ça? Comment ça se passe? Et c'est là qu'on pourra réussir ce tournant-là. C'est valable pour eux, c'est valable pour nous aussi. Merci. Alors, Bertrand Mbara, la question reste la même à l'heure où
ces pays, vous l'avez d'ailleurs précisé, sont sous sanctions étrangères pour les uns, embargo même de la CEDEAO pour les autres. Est-ce qu'il est possible d'envisager une sortie du franc CFA sans que cela ne crée des remous, même ne serait-ce qu'au sein de la sous-région ouest-africaine déjà, où l'on sait quand même que l'uranium nigérien pèse lourd, où on sait que le Burkina Faso est fournisseur de beaucoup de richesses. Est-ce que cela ne va pas créer plus de tensions au sein de la sous-région ouest-africaine et que justement l'ennemi ne viendra pas de loin, mais dans la sous-région? Ce qui me plaît, c'est que nous avons des dirigeants, même ouest-africains, qui sont prêts à tourner le dos à la logique de la sanction, des sanctions. Je vais prendre pour exemple ici le président Patrice Talon du Bénin, oui, qui avait fait une sortie il y a de cela quelques jours dans laquelle il disait que non, vraiment ça ne sert plus à rien de continuer à sanctionner ces pays-là. Ils ont, en fait, le coup d'État n'est pas bon, mais on doit le consommer et permettons-leur d'avancer. Puisque ces sanctions sont plutôt, en fait, ne sont pas profitables aux populations. Oui. Ce sont les populations qui en pâtissent. Et surtout lorsqu'on sait que ce sont les mêmes populations qu'on retrouve dans ces pays-là. Donc, il y a cela. Mais pour revenir, je vais dire que le fait que ces pays veulent s'émanciper sur le plan monétaire est plutôt bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la relation internationale, il n'y a qu'une seule logique, la logique des intérêts. Est-ce que cette sortie-là est profitable? Je dirais oui. Plus actuellement, ils sont sous sanction. Ça, c'est d'un. De deux, il y a qu'aujourd'hui, ils sont à même déjà de fixer les prix de leurs matières premières. Oui. Ce qui n'était pas le cas. Tout à fait. À l'époque, c'était la puissance que nous connaissons qui fixait. Et il me souvient qu'en février 2023, le Niger avait pour intention de renégocier le prix du kilo d'uranium avec Areva. Voyez-vous, vous avez une structure qui exploite votre sous-sol, mais c'est elle qui vous fixe le prix. Ce qu'elle exploite. Imaginez-vous. Or, aujourd'hui, avec le départ de cette structure-là, ils sont capables maintenant de négocier le prix de l'uranium. Et ça va leur permettre naturellement également, puisque vous savez, la monnaie aussi repose sur des facteurs tels que les richesses minières du sol de manière globale. Et on se rend compte que ces pays-là sont immensément riches sur le plan minier et minéralogique. Donc, ce qui leur donne un avantage énorme. Donc, pour moi, en réalité, il n'y a pas de crainte à se faire si jamais ces pays-là réussissent à sortir du franc CFA. Merci, M. Mbara. Alors, M. Asiga, on va imaginer une piste de sortie par là. What next? Alors, quid de la sous-région Afrique centrale? Beaucoup s'interrogent. On sait qu'il y a eu cette tentative avec le Sango centrafricain, qui semble ne pas avoir eu le succès escompté. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest parle. Est-ce que l'Afrique centrale va continuer à se taire? Non, il nous faut en Afrique centrale des hommes de la trempe d'Ibrahim Traoré, des hommes de la trempe de Tchani, Assimi Goïta. Vous dites vrai, parce que c'est le courage à un moment donné qui manque à nos dirigeants. Parce que je suis sûr et certain que dans leur fort intérieur, ils ont bel et bien la volonté de nous sortir de cette prison coloniale. Mais il leur manque le courage quand ils savent très bien ce qui est arrivé au colonel Mohamed Kadhafi. Ils ont peur, il faut le dire, ils ont peur de pouvoir poser, de pouvoir même se prononcer vis-à-vis de cette initiative de ces présidents ouest-africains. Parce que s'ils se prononcent, ils auront l'impression de trahir leur maître. C'est ce qui se passe en Afrique centrale. Et c'est pourquoi nous aurons effectivement besoin, il y a une certaine génération, je le disais lorsque ces présidents africains sont allés aux Nations Unies, il y a deux catégories de présidents, deux générations de présidents à l'heure actuelle en Afrique. Et on voit très bien qu'il y a la jeune génération qui vient avec la fougue afin de pouvoir changer les choses, afin de pouvoir sortir l'Afrique de ces accords
coloniaux qui nous abrutissent, qui nous enfoncent davantage jusqu'aujourd'hui. Oui. Cela a un impact. Ça, on ne refuse pas parce que aucun maître n'a jamais accepté de libérer son esclave. Il y aura toujours des conséquences. Et à l'heure actuelle, ces 3 pays ouest-africains sont en train de subir des conséquences. Ça ne va vraiment pas là-bas en ce qui concerne, mais c'est le prix à payer aussi pour espérer un lendemain meilleur. Et il faudrait qu'on accepte que pour renaître, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir. Quelle belle métaphore. On ne peut pas penser à un lendemain meilleur si on ne souffre pas aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle, ce qui concerne l'Afrique centrale, quand vous regardez tous les pays d'Afrique centrale, nous sommes encore tous dans les taux. Dans la crainte. Dans la crainte. Et là même, je dis encore qu'on est encore un peu très loin en arrière. Parce qu'on connaît le scénario qui amène aujourd'hui ces 3 États ouest-africains à prendre ces décisions. Le phénomène des coups d'État. Ils ont accepté se mettre, c'est-à-dire se mouiller, se salir les mains pour pouvoir changer les choses. Et nous savons tous qui sont derrière ces coups d'État à répétition. Parce qu'effectivement, il faut sacrifier certaines leaders, ceux-là qui prennent sur eux de porter haut et fort l'intérêt général des Africains. Ils seront sacrifiés, ça c'est certain, ils seront sacrifiés. Oui. Mais à la fin, on finira par avoir quelque chose de meilleur. C'est-à-dire, nos descendants finiront un jour, comme le disait le docteur tout à l'heure. À l'heure actuelle, les accords qui ont été signés il y a de cela 100 ans, les Africains de l'heure ne peuvent plus signer les mêmes accords avec d'autres maîtres. Ils y vont maintenant en prenant pour référence ce qui s'est passé de l'autre côté et essayer de changer le paradigme. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et même les nouveaux maîtres qui arrivent savent très bien qu'ils n'ont plus affaire à ces élèves, à ces anciens de l'époque. Ils savent qu'ils ont déjà affaire aux intellectuels. Et je souscris vraiment totalement à ce que le docteur a dit tout à l'heure, qu'il n'est pas question de se prévaloir d'être président et de dire que je m'en vais négocier moi-même sur la table avec les autres. Parce qu'il n'y aura pas de négociation entre Poutine en présence et Assimi Goïta, par exemple. Jamais. Poutine ne vient pas négocier avec vous. Clair. Mais Poutine a des experts, a des spécialistes, chacun dans son domaine. Et c'est la raison pour laquelle également ces États ouest-africains doivent aussi également se réunir de ces spécialistes, et l'Afrique en regorge énormément. Des spécialités, des spécialistes, on les a partout dans tous les domaines. À l'heure actuelle, nous parlons du domaine économique, monétaire, on en trouve. On en trouve. Et des gens patriotes, des patriotes qui n'iront pas faire dans la gueule de bois pour plaire à Poutine. Non. Ils iront taper la main sur la table et montrer les intérêts. C'est scientifique. Donc là, à l'heure actuelle, ils ont déjà, en tant que politique, ils ont déjà posé des jalons. Oui. Il est question maintenant de créer tout autour des spécialistes, c'est-à-dire une commission de spécialistes qui, d'ailleurs, sous leur gouverne toujours, c'est-à-dire qu'ils vont chapeauter la commission, mais en leur donnant des orientations. Le technocrate est là, il vous dit comment ça se passe, comment ça devrait se passer, jusqu'où on est prêt à aller, et le politique ne peut qu'entériner et les accompagner. Tout à fait. En allant dans ce sens-là, je vous assure, Stéphane, nous tous nous sortirons de là. Bref, je dis déjà nous tous, j'ai dit les pays ouest-africains qui sortiront de là gagnants, et ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Stéphane, si vous permettez, franchement, si vous permettez, il faut qu'on parle un peu de ça. Parce que pour moi, c'est un sujet assez important. Quand vous entendez, on parle de négociations pour arriver à ce que ces gens nous prennent 65% de ce que nous produisons. Ça se passait comment? C'est qu'ils vous disent, voilà ce que vous apportez. On vous apporte l'éducation, ça fait 10 francs. On vous apporte la santé, ça fait 10 francs. On vous apporte le divertissement, ça fait encore 10 francs. Donc, ils vous disent des choses que vous n'aviez pas avant, mais que vous pouvez nationaliser aujourd'hui. L'éducation, on n'a plus besoin de payer là-bas pour avoir l'éducation. On a des enseignants ici chez nous aujourd'hui, ça réduit déjà le taux qu'ils peuvent prendre. La santé, on a parmi les meilleurs médecins aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la sorcellerie de mener cette négociation. C'est simplement savoir ce que nous avons, ce qu'ils attendent, ce qu'on est prêt à payer pour que notre monnaie soit adossée
à la leur, et puis on évolue. Puisque la réserve monétaire en banque se fait par l'or ou quelques pierres précieuses. C'est l'or. Et Dieu seul sait que nous avons l'or en Afrique. C'est ce qui constitue les réserves. Et quand vous avez une bonne réserve, à partir de ça, vous avez une garantie. La monnaie devient donc un instrument qui est protégé, qui est sous garantie. Le dollar n'est pas la richesse. Le dollar est l'instrument sur lequel une richesse est adossée et appuyée. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous faire croire que c'est des sciences mystiques. Ce n'est pas des sciences mystiques. Maintenant, vous parliez de la RCA avec le Sango, qui en fait était adossé sur le Bitcoin. Ce qui se passe, c'est que, souvenez-vous, Mark Zuckerberg, quand il fait son méta, il a voulu ouvrir un volet Bitcoin. Il a voulu bancariser le Bitcoin. La Réserve fédérale a refusé parce que le projet qu'il y avait derrière, c'était la Russie qui était prête avec les BRICS, à appuyer tout ce qui est Bitcoin jusqu'à ce que la RCA puisse, avec son diamant et son or, faire partie de ces lignées dont le Sango allait avoir une valeur qui est, si vous voulez, avalisée par le dollar, mais en fait qui est le Bitcoin. Donc c'était une chaîne qui devait être construite, mais comme c'est des gens qui sont extrêmement vicieux, ils ont cassé depuis le haut. Voilà pourquoi Zuckerberg, qui quand même représente une certaine valeur financière, aujourd'hui n'a pas pu arriver à mettre ces 2 milliards de dollars comme il voulait les mettre pour pouvoir bancariser le Bitcoin. Ça a été court-circuité, ça a été bloqué. Donc du coup, toute la chaîne jusqu'au Sango a été court-circuitée. Mais croyez-moi, je crois qu'ils sont en train de réfléchir à revenir. Et le président ne s'est pas arrêté là. Vous vous souvenez qu'il est en train de revenir avec d'autres projets. Donc quelque chose se passe aussi en Afrique centrale. Et je crois que un jour, on va bien être surpris de réaliser qu'il y a des gens qui ont déjà le courage d'adresser la question. Le discours du président Oligui m'a marqué. Il dit, après 6 mois, j'ai apuré la dette extérieure. C'est un message fort. C'est pour dire, je ne veux plus d'une dépendance qui rendra mon pays soumis ou l'infantilisé. C'est un message qui est très fort. On a le Gabon, on a la RCA qui nous passe un message. Les autres, peut-être, d'une manière ou d'une autre, ça va suivre. Mais c'est une dynamique qu'on ne peut plus arrêter. Il faut simplement que les Camerounais sachent que c'est possible, que c'est faisable. Mais que nos décideurs aient le courage et l'humilité de s'associer des intelligences qui sont capables de mener ces négociations-là. En relations internationales, on n'est pas en guerre avec la France. Il n'y a pas qu'on déteste la France. On n'a pas un problème avec eux. On dit simplement que les mauvaises négociations doivent s'arrêter. On repart sur de nouvelles bases. Mais les nouvelles bases, ce n'est pas chez vous, c'est chez nous. Merci, docteur Jean-Moïse Mbok. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette sortie probable du franc CFA par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Une brève respiration. Nous revenons tout de suite après pour évoquer cette question des migrants en Grande-Bretagne qui désormais seront exilés du côté du Rwanda. À tout de suite.